dans cette deuxième journée sur la sagesse. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Simon, qui est entre autres médecin acupuncteur, enseignante à la société, l'école lyonnaise de plantes médicinales, excuse-moi, qui a beaucoup cheminé en Chine et bien d'autres choses encore, et notamment l'art du conte aussi, l'art d'utiliser le conte, qui a à cœur aujourd'hui de nous faire partager ses expériences. Oui, merci. Comme c'est bien présenté. Donc, merci, bonjour à tous. Et alors, on m'a dit, reste dans la lumière. Hein, mais c'est vrai, c'est chouette de rester dans la lumière. Alors, la première chose que je veux faire pour cette conférence, c'est de remercier ma petite sœur chérie, Claire, qui vous a fait ce matin l'atelier du rire et qui, avec Gilles et Rose, est à l'initiative de ce forum, de ces forums. Donc c'est la 5e fois que c'est le 5e forum, mais c'est la 3e fois que j'interviens. Et au passage, je remercie ma maman qui est ici. Et je suis très heureuse qu'elle soit ici. Et parce qu'en vrai, c'est quand même grâce à elle que je suis là. Hein? Et les remerciements, ça fait toujours beaucoup de bien à tout le monde. La gratitude, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, lorsque je fais une conférence, Claire, Gilles et Rose me demandent un titre. Alors là, il y a un abîme. Et puis, j'en trouve un. J'ai trouvé celui-là. J'étais super contente. Je trouve drôlement bien le jeu de mots d'enfer, là, extra. Et puis après, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. Alors, c'est un grand voyage après de préparer 1 heure de propositions, d'expériences. C'est un voyage vers moi, c'est un voyage vers vous, c'est un voyage dans le monde. Et voilà, donc allons-y. Et ce que j'ai vu, c'est que ce que j'aimais le mieux, c'est partager avec vous, mais aussi vous faire coopérer. Parce que ce que vous allez découvrir, comme on dit, c'est Jean-Luc qui dit ça, il me dit, tout ce que tu donnes aux gens, c'est du plastique. C'est bien gentil, ça. Hein, mais tout ce qu'ils découvrent eux-mêmes, c'est de l'or. Alors, on va essayer de rester sur l'or. Déjà, une première chose qui moi, m'a vraiment soutenue dans cette préparation, c'est de voir que, en tout cas de découvrir, que tout le monde a la même sagesse. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai découvert très jeune, en fait, ça fait même pas 1 ou 2 ans que je sais ça. Avant, moi, je croyais que j'étais au-dessus des autres. Vous comprenez, je suis tellement avancée. Voilà, donc il y avait moi et puis les autres. Et donc, il fallait bien que je vous explique la vie, comment faire, comment vous y retrouver. Et puis, vous savez, le travail, je suis médecin, donc le travail du médecin, c'est docere. Docere, ça veut dire enseigner. Mais docere, pour moi, c'était conduire les gens vers leur propre bonheur. Mais non, docere, c'est permettre aux personnes de ne pas tomber dans les ornières. Hein. L'éducation, c'est sortir de là où ça va couler trop facilement, donc pour prendre en main sa propre vie. Donc là, j'ai commencé à voir qu'il fallait peut-être pas trop expliquer, mais permettre aux gens justement de trouver leur propre or. Et voilà ce qu'a dit Bouddha. J'aime bien citer Bouddha ou Einstein parce que ça évite la controverse. Bouddha déclare il n'y a pas de personne mature ou immature. La sagesse est distribuée de manière parfaitement égale entre nous. Quelle bonne nouvelle. Alors, vous allez vous dire, enfin quand même, il y en a qui ont l'air un peu plus sages que d'autres. Alors voilà la clé. Il n'y a pas de personne plus sage qu'une autre. La seule différence, c'est que certains croient leur pensée,
Je fais des fautes d'orthographe, hein, vous me pardonnerez. Je m'en rends compte quand c'est écrit très gros. Avant, c'est tout petit, je ne les avais pas vus. Et d'autres ont appris à remettre en question les pensées qui nous séparent, encore une faute, de notre sagesse innée. Alors, ça va parler de ça. Donc, la grande différence, c'est que soit on croit ses pensées et on en est l'esclave, soit on apprend à voir nos pensées. Donc, ça va parler de ça. Et cette sagesse, elle ne peut pas s'enseigner, elle ne peut que s'expérimenter. Donc, c'est quelque chose qui s'attrape. Donc, vous allez essayer de l'attraper en même temps que moi. Et à la fin d'une conférence, vous m'enseignez et je vous enseigne. Nous partageons tout ça. C'est un peu de la magie. Alors, donc, dans ce titre, la première question, c'est « Mon corps est-il sage ?» Donc, ça fait 38 ans que j'enseigne l'anatomie et la physiologie à Lyon. Et oui, pour moi, le corps est sage. Il est même plus que sage. Le corps, c'est un émerveillement. C'est extraordinaire, la sagesse du corps. Et en tant que médecin, je suis souvent un peu attristée par le manque de confiance qui a été insufflé à la population sur son propre corps. Donc, mon corps, il sait faire plein de choses. Il sait se guérir tout seul. Et l'humanité serait éteinte depuis belle lurette si le corps ne savait pas faire. Donc, notre corps, oui, il est sage. L'art de la médecine, j'aime bien, c'est une petite blague qui dit « L'art de la médecine, c'est savoir distraire nos patients pendant qu'ils guérissent tout seuls. » Bien sûr, il n'y a pas que ça. Et j'ai un grand respect pour la médecine. Et ça fait plus de 40 ans que j'exerce la médecine. C'est merveilleux, la médecine. Mais il y a aussi un mirage de toute puissance dans la médecine. Donc, on ne va pas cracher dans la soupe, mais on ne va aussi pas se faire hypnotiser par tout ça. Alors, oui. Donc, première étape, une phrase, pareil, hein, ça... Marc Aurèle, 120 après Jésus-Christ, empereur romain. Oui. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, que le courage me soit donné de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Dans cette présentation, c'est probablement la chose sur laquelle je vais insister le plus, que j'aimerais que vous attrapiez. Donc, cette histoire de... Voilà, c'est un beau gars. Hein? Voilà, donc, première clé, on va regarder, il existe dans le monde 3 sortes d'affaires. Mes affaires, les affaires de l'autre et les affaires de la vie. Si on était aux États-Unis, on dirait les affaires de Dieu. Mais Dieu n'a plus très bonne presse chez nous. Donc, on essaye d'éviter ce mot parce que ça va bloquer. Donc, la vie, c'est tout ce qui ne relève pas de mon contrôle, du vôtre ou du reste du monde. Donc, on va distinguer cette histoire. Une grande partie de notre stress découle du fait que je ne suis pas dans mes affaires. Quand je pense... Je sais pas, tu devrais trouver du travail. Je suis dans les affaires de qui? De l'autre. Quand je pense, tu devrais mieux t'occuper de toi. De l'autre. Quand je me tracasse au sujet des tremblements de terre, je suis dans les affaires de la vie. Le fait de me mêler mentalement des affaires des autres ou des affaires de la vie m'empêche d'être présente à mes propres affaires. Je suis hors de moi. Et vous connaissez cette expression, elle montre bien. Je suis hors de moi quand tu fais ça. Ouais. C'est parce qu'en fait, c'est tes affaires. Donc, je vais revenir chez moi. Puis je vais m'occuper de ce que je devrais faire moi. Donc, ça va être, là, pour moi, c'est la première grande leçon, découverte, expérience
qu'est-ce que c'est qui tourne dans ma tête? C'est quoi ce petit vélo qui me préoccupe? Alors, je vais vous demander à tous de fermer les yeux et regarder la première pensée contrariante qui vous vient. Je vous donne des exemples. Votre mari, votre épouse ne devrait pas. Les retraites au hasard. Le Covid, les vaccins, les embouteillages, mon fils, ma fille, ma mère, ma sœur, etc. Est-ce que vous avez tous une pensée qui vous vient de contrariété? Qu'est-ce que vous avez? Regardez, il y a plein d'idées. Donc, d'être beau, mon ordinateur qui est en panne. Tiens, ben moi, il y a quelqu'un qui m'a rayé ma voiture. Comme ça, là. La portière. 10 jours après, j'ai vu qu'il avait fait l'autre portière. Oh, d'accord. Ça m'énerve, ça. Donc, l'argent, etc. Vous avez votre pensée? Dites-la à votre voisin. Dites simplement, mon truc, c'est ça. À votre voisin de droite ou de gauche. La pensée contrariante que j'ai, c'est ça. C'est bon? Juste ce tout petit partage. Et puis maintenant, on va regarder. Oh ben zut, il en manque un petit bout. Eh ben ça fait rien, on va y arriver quand même. On va regarder dans les affaires de qui est-ce que vous êtes avec votre histoire. Donc j'avais mis des exemples. Bon, les embouteillages, c'est les affaires de la vie. La dépression de ma mère, elle va très bien d'ailleurs, la mienne, mais la dépression d'une autre maman ou d'une sœur, c'est les affaires de l'autre. La guerre, ah ben la guerre c'est intéressant. La guerre, c'est les affaires de qui? Alors, je vais vous donner maintenant un marqueur. Lorsque je suis dans mes affaires, par exemple, être venu à cette conférence. Être venu à cette conférence, c'est les affaires de qui? Vous êtes venu, vous avez pris vos petits pieds, vous avez marché, ça a très bien réussi, vous êtes là. Donc, vous n'êtes pas impuissant. Vous avez le pouvoir. Quand on est dans nos affaires, on a le pouvoir. Mais quand on n'est pas dans nos affaires, on est impuissant, séparé, triste. La guerre, est-ce que vous avez le pouvoir? Mettons la guerre en Ukraine, puisqu'on parle de celle-ci. On a le pouvoir? Eh non, mes chéris, on n'a pas le pouvoir. Et si... Donc la guerre, ce n'est pas mes affaires. Mes affaires à moi, ça concerne un peu la guerre quand même. Est-ce que je vais faire la guerre à la guerre? Ça fait 2 guerres. Ça, c'est mes affaires. De penser que la guerre dans le monde, ce n'est pas une bonne idée, et de m'énerver contre la guerre, ça fait une 2e guerre. Donc, la guerre, ça fait partie du monde. De tout temps, les humains ont été en guerre. Et d'ailleurs, la guerre a un effet. La guerre, c'est un processus d'unification. Il y a des petites guerres entre États, et puis après, entre régions, les seigneurs se font la guerre, puis ça fait une région, et puis ça fait un pays, et puis ça fait l'Europe, etc. Les guerres, c'est des processus d'unification. Mais quand ça arrive, ça ne nous fait pas rire, et on ne trouve pas que c'est une bonne idée, la guerre. Mais tout ce qu'il y a sur notre planète a le droit d'exister. Ça, c'est très reposant de commencer à comprendre ça. Donc moi, je ne vais déjà pas rajouter une guerre. Donc c'est un petit peu mes affaires de faire la guerre à la guerre, même complètement mes affaires. Mais la guerre dans le monde, ça fait partie d'un processus de vie. J'ai mis celle-ci, la colère de mon patron, c'est les affaires de qui? Mais mon patron est en colère quand j'arrive en retard. C'est les affaires de qui? Là, ça commence à être compliqué. Je suis en retard et il se met en colère. Alors, est-ce que ces affaires... Qui dit que c'est les affaires du patron? Ok, qui dit que c'est les vôtres? Moite-moite. Alors, si votre patron, c'est le Dalai Lama,
Vous arrivez en retard. Ouais, dit le Dalai Lama, je suis pas content. Ah bah non, le Dalai Lama, il va pas faire ça. Le Dalai Lama, il n'est pas colérable. Vous arrivez en retard, il vous dit bienvenue, installe-toi. Ah bon, d'accord. Hein. Donc, ces affaires de qui? La colère de l'autre, c'est les siennes. Vous avez des gens, ils sont tout le temps en colère. Vous leur dites bonjour. Ah ben dis donc, c'est à cette heure-là que tu me dis bonjour. Ah. Dites pas bonjour, ils vous grondent, enfin ça va jamais. Et puis d'autres qui ne sont pas colérables. Donc, les émotions des personnes qui sont autour de vous, c'est leur affaire. Vous, votre travail, c'est d'être aligné. Vous, votre travail, c'est d'être à l'heure. Mais après, les émotions des autres, ça ne va pas être votre affaire. Comprendre les 3 sortes d'affaires, juste assez pour rester dans les vôtres, peut libérer votre vie d'une manière inimaginable. Alors, on va regarder l'illusion du contrôle. Donc, quand je suis dans cette histoire d'affaires, je crois qu'il y a des domaines qu'on essaye de contrôler. Est-ce que vous pouvez les voir, vous, les domaines que vous, sans regarder mon image? On va pas dû le mettre tout de suite, ça. Voilà. Quels sont les domaines que vous essayez de contrôler? La météo, ouais, on essaye même. On fait des prières. Allez-y, dites-moi bien fort. La nourriture. Alors, ouais. Donc, tout ça, c'est pour contrôler quoi? Mon confort. Est-ce que vous avez essayé de contrôler des gens autour de vous déjà? Oui, on fait que ça, hein? Mari, enfants, parents, etc. Qu'est-ce qu'on essaye encore de contrôler? J'ai fait une longue liste. Vous en avez d'autres? Ouais, ça c'est vous. Donc, ma nourriture, mes émotions, mes pensées, les autres, ce qu'ils pensent de moi. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis quand même très bien pieds nus. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Voilà, donc j'essaye en fait de contrôler vos pensées. J'essaye de contrôler l'idée que vous allez avoir de moi. C'est dingue. C'est complètement délirant de faire des choses pareilles. Vous êtes tout à fait libre de vos pensées. Et moi, j'essaye de les influencer en faisant « Ah, ils vont pas voir que je suis pieds nus. » Ou alors, ils vont voir que je suis pieds nus, ça fait ancrer dans la terre. D'accord? Donc, on a plein de stratégies comme ça, sans arrêt. Le monde, mes défauts, mon corps, la santé, Dieu. Ah oui, j'ai vu, moi, que j'essayais beaucoup de contrôler Dieu. Je fais des demandes à Dieu. Pendant longtemps, j'ai fait des demandes à Dieu. Puis après, j'ai fait du travail sur moi. Je suis rentrée dans une nouvelle spiritualité. Alors maintenant, oui, ça ressemble plus à des prières à Dieu qui est sur son trône, mais c'est que l'énergie de l'âme unique rayonne dans toutes sortes de vies. Non, mais c'est la même chose, Anne. Tu vois, là, l'énergie, elle se débrouille sans toi. Hein. Tu n'as pas besoin de lui donner des ordres, des conseils. Donc, c'est fascinant de voir ça. C'est fascinant de voir toutes les superstitions qu'on va avoir. Je ne vais pas passer par là parce que me porter malheur. Donc là, je contrôle le destin. Hein. Donc, vous allez voir cette folie du contrôle que nous avons. Et pourquoi est-ce que nous essayons de contrôler tout ça? Pour notre confort. On entend con déjà au début. Et pour notre confort, pour notre sécurité. Alors, pour votre sécurité, nous vous demandons de porter des masques. Ah ouais, ça va être super pour mon oxygénation, mais peut-être ma sécurité, j'en suis pas sûre. Vous voyez, donc c'est intéressant parce qu'on nous fait passer plein de choses pour notre sécurité. Qu'est-ce que j'essaye d'obtenir? Donc, mon confort, ma sécurité. Mais qu'est-ce que je ressens quand j'essaye de contrôler toutes ces choses-là? Comment? Frustration, ouais. Tension. Angoisse. Enfermement parfait. Et alors, est-ce que ça marche bien? Moyen.
Alors, j'ai testé cette conférence hier avec 2 amis qui sont là. Et elles m'ont dit, bah si, des fois ça marche. Mhm. Alors, combien de temps? C'était ça, hein? Oui, des fois ça marche, mais combien de temps? Dès qu'on relâche, range ta chambre. Ça marche, hein, range ta chambre, sinon je te tue. Donc ça va marcher. Puis dès que vous avez tourné le dos, c'est à nouveau le bazar. Ça ne tient pas, ce système de contrôle. Donc, la première clé de cette sagesse que nous essayons, que nous partageons tous, ça va être de croire. Si je crois que je sais mieux que quiconque, je suis à l'extérieur de mes affaires, même au nom de l'amour, ce n'est que pure arrogance. Est-ce que je sais ce qui me convient? Voilà où commencent et finissent mes affaires. Occupons-nous de nos affaires. Je devrais m'y consacrer à plein temps. Alors, cette conférence, elle est simple quand même. Vous suivez bien, hein? Donc, ça, c'est affiché dans mon salon, ça me fait sursauter à chaque fois, parce que je passe mon temps à donner des conseils et des ordres à tout le monde. Et donc, je me dis, non, Anne, tu te souviens Lao Tse, mon copain Lolo, Jean-Luc, il me dit, ton copain Lolo, souviens-toi ce qu'il a dit. Agis dans l'intérêt des gens, fais-leur confiance, laisse-les tranquilles. Donc, je pensais peut-être me la faire tatouer. Alors, du coup, cette conférence parle du corps. Alors, d'accord, bon, les affaires des autres, tout ça, la vie, les guerres, etc. Ouais, mais mon corps, quand même, c'est mes affaires, mon corps. Ma taille. Ah, mince, ma taille. Maman, ma taille, c'est affaires de qui? De la vie. Ouais, d'accord, mais ma taille, c'est affaires de qui? Elle est intéressante, cette question, hein? Celle-ci, on est d'accord, c'est les chromosomes. Mais celle-ci, là, si je mange des frites, des hamburgers, du sucre, etc., qu'est-ce qui va se passer? C'est affaires de qui, cette taille-là? Qui dit que c'est la mienne? Merci, mes amis. Vous pouvez baisser vos mains. Détendez-vous. Ce n'est pas la vôtre. Moi, ça fait, donc je vous dis 40 ans que je fais de la médecine. J'ai vu passer beaucoup de personnes qui essayent de maigrir. Ces personnes, elles ont une volonté bouleversante. Et elles réussissent à maigrir. Oui, mais combien de temps? Si c'était leur affaire, pourquoi ils n'y arrivent pas? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de ça? Comme c'est doux d'arrêter de croire que les gens qui ont un excès de poids, ce n'est pas leur affaire. C'est les affaires de leurs pensées. Et mes pensées, c'est mes affaires. Là, attendons, attention, un grand silence. Hein. Est-ce que mes pensées, ce sont mes affaires? Alors, donc, je vais vous demander de me dire une ville qui commence par M. Merci. C'est vous qui avez choisi? Et non. La pensée, elle passe. Je l'attrape et je la manifeste. On va voir que même nos pensées ne sont pas nos affaires. Les pensées, elles passent comme des nuages. Mais par contre, on va les attraper, on va les regarder, on va les croire ou pas. Et c'est là que va être nos affaires. Donc, la position de mes membres, est-ce que c'est vos affaires? Madame, vos genoux croisés, vos bras, c'est vous qui avez choisi? Ça s'est fait tout seul. Alors, on peut dire, alors si vous voulez bien, messieurs, dames, décroisez vos jambes. Ok, vous allez voir que dans quelques minutes, elles vont se recroiser. Mais non, on a dit décroiser. Donc, est-ce que c'est mes affaires, mes jambes croisées? La position de vos mains, est-ce que c'est vous qui avez choisi sur la joue, etc. Non. Notre corps, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas nos affaires. Mais bonne nouvelle, il est sage. Donc, ma santé, est-ce que c'est mes affaires, ma santé? Moi, je vois des gens qui mangent bio, qui ne fument pas, qui font du sport.
Ah, ils ont un cancer. C'est une petite blague. C'est un gars qui a un cancer. Et puis, non, il n'a pas un cancer. Il va pas bien, il va voir son médecin. Son médecin lui dit, il faut que vous arrêtiez de boire, de fumer, le sexe et le sucre. Alors son copain lui dit, waouh, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais changer de médecin. Alors, est-ce que c'est nos affaires, notre santé? Nos affaires, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on fait, c'est de faire du sport, mais c'est d'être heureux de faire tout ça. Et après, la santé, elle suit. Vous avez une bagnole qui vous rentre dedans, d'un instant à l'autre, votre santé est perturbée. Hein? Et il y a beaucoup de causes de santé qui sont environnementales. Alors donc, du coup, j'avais dit dans le petit teaser, je crois que ça on dit comme ça pour cette conférence, que j'allais pas parler du décodage des biologiques des maladies parce que ça m'a fascinée, j'ai adoré ça, mais maintenant j'y crois beaucoup moins. Puis surtout, je pense que c'est dangereux de coller systématiquement une interprétation à une maladie parce qu'il y a de multiples causes. Et ce qui est intéressant, c'est une hypothèse opérante. Mais de toute façon, ce ne sont que des hypothèses. Donc, choisissons une hypothèse qui marche, qui nous aide, qui nous donne du pouvoir. Mais pour le reste, on va se méfier. Et ma mort, c'est les affaires de qui? Ah, c'est toi, Laurence, qui m'a dit de rajouter la mort. C'est affaires de qui, la mort? Ah ouais, mais des fois. Alors, est-ce que c'est mon affaire? Si je m'inscris en Suisse pour la mort assistée, c'est mon affaire ou pas? Elle est venue d'où l'idée? J'ai reçu un mail dans ma tête qui m'a dit ça. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça. Est-ce que c'est vraiment mes affaires, cette mort-là? Je ne sais pas. Là, vraiment, ma réponse est floue. J'adore les réponses floues. Alors, ce corps, un pas. Merci Habib, c'est les photos du désert, on en revient. Du coup, j'ai changé la phrase de Lao Tse, parce qu'en fait, on a le droit de faire ça, parce qu'il est mort depuis un bout de temps. Agis dans l'intérêt du corps. Fais-lui confiance, laisse-le tranquille. Et je me souviens de Marie qui était partie en vacances avec Fumio en Italie, voir une amie italienne qui dit « C'est merveilleux, alors ta maman, les docteurs, qu'est-ce qu'elle fait quand tu es malade ?» Et Marie, 5 ans, « Elle attend. » On va faire ça, hein? Mais c'est idiot, bien sûr, c'est une caricature. Quand on a quelque chose qui nous inquiète, la bonne idée, ça va être d'amener votre corps à un médecin. Parce que les médecins, c'est les spécialistes du corps. Les médecins, les ostéos, il y a plein de gens qui sont des spécialistes du corps. Eux, c'est leur affaire. C'est comme votre bagnole. Ah ben, moi, ça m'est arrivé, j'ouvre le capot, je fais genre, mais j'y connais rien. Donc, je l'amène à un garagiste. Les garagistes des corps, ça s'appelle les médecins. Donc, on va, du coup, écouter notre corps, on va l'emmener à un professionnel et on va lui faire confiance et on va faire confiance à la personne à qui on demande de l'aide. On peut aussi demander de l'aide à d'autres personnes. Voilà, donc moi, je vois des gens qui viennent voir un médecin ou moi, et puis ils font pas ce que je leur ai dit. Parfait. Ou ils font ce que je leur dis. Parfait. Donc tout ça va être dans un grand mouvement de vie. Alors ce petit chat, c'est pour accompagner ce texte. Le corps ne désire pas. Il ne veut rien, il ne sait rien, il ne s'inquiète pas, il n'a ni faim. Oh ben ni faim, oui, effectivement, il n'a pas de faim ni soif. Il n'a pas de problème avec lui-même, il ne s'en veut jamais. Il ne s'humilie pas. Vous n'avez pas un corps qui dit « Oh, t'es méchant encore !» Ça n'existe pas. Il tente tout simplement de préserver son équilibre et sa santé. Il est entièrement efficace, bon, intelligent, débrouillard. En l'absence de pensée, il n'a pas de problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis le chat. Parce que c'est Hélène qui me dit, je parlais de ça, puis elle me dit, en effet, mon chat, il a une patte qui est abîmée. Alors, il marche comme ça à 3 pattes, et puis il se couche, puis on le gratte et il ronronne. Lui, il ne se dit pas qu'il doit avoir 4 pattes. Quand il n'en a que 3, il n'en a que 3.
Et on peut prendre vraiment modèle sur les animaux pour comprendre cette mécanique-là. Ah oui. Oh, merci. Oh, la technique, il est absolument charmant, le monsieur de la technique. Donc, voilà, merci beaucoup. Le corps ne fait que réfléchir ce à quoi l'esprit s'attache. Une glace, de l'alcool, du sexe. Le corps suit l'esprit, il n'a pas le choix. Ça, c'est une parole clé à comprendre. Alors là, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle le pranisme. Alors ce monsieur, il s'appelle Prahlad-Jani et il est mort il y a 2 ans, 3 ans, à l'âge de 90 ans. Il s'est arrêté de manger à l'âge de 8 ans. Donc il a passé 88 ans, 87 ans, sans manger et sans boire. Il a été hospitalisé dans des hôpitaux en Inde et on a vérifié que, ben oui, en effet, ce monsieur ne mangeait ni ne buvait. Et les morts, je voulais mettre de morts naturelles à 90 ans. Chez nous, on a une dame qui s'appelle Marthe Robin. On en a beaucoup, des praniques. Celle-ci, bon ben voilà, 1928-1981, elle, quand même, la triche, elle mangeait un hostie par semaine. Enfin, c'est pas très nutritif, un hostie par semaine. Donc, on a des gens qui ne croient pas que leur corps doit manger. Ça existe. C'est pas 1 ou 2 personnes par-ci par-là, mes amis. C'est des milliers de personnes sur notre planète. C'est extraordinaire de savoir ça. Vous n'en aviez peut-être jamais entendu parler. C'est extraordinaire. Moi, en 2011, j'ai fait cette expérience et je me suis arrêtée de boire et de manger pendant pas très longtemps, mais 1 semaine. 1 semaine sans boire. Moi, à la fac, j'avais appris qu'au bout de 4 jours, j'allais mourir. J'étais couchée sur le sable, j'attendais la mort. Eh bien, je me suis relevée. Le 4e, le 5e, et j'ai senti, il s'est passé quelque chose dans mon corps. Et après, j'ai passé 60 jours sans manger de nourriture solide, juste des boissons diluées. Et puis, j'ai à nouveau cru qu'il fallait que je mange, au bout de 60 jours. Mais tout près de chez nous, alors, je ne sais pas si, je ne l'ai pas prévenu que j'allais en parler, j'ai rencontré il y a une dizaine de jours une femme que j'ai trouvée merveilleuse. Elle marche comme ça j'ai l'impression que c'était un ange. Donc je suis allée la voir à Pontcharra et elle s'appelle Dominique Verga. Qui la connaît? Ah, quelques personnes dans la salle et Dominico. Donc voilà une personne qui s'est arrêtée de manger depuis 7 années, mes amis. C'est notre voisine, elle habite en Chartreuse. J'ai décidé que j'allais être sa meilleure amie. Elle ne le sait pas encore, mais je vais aller la voir. Donc, je l'ai rencontrée, j'ai trouvé merveilleuse sa présentation avec son compagnon. Et voilà une femme qui ne mange ni ne boit. Elle me dit, j'ai un petit peu grossi depuis que je me suis arrêtée de manger. C'est fascinant parce que là, on est dans un monde qui n'est pas très connu et qui est remis en question par la science. Je ne veux pas faire de polémique sur la science dans cette conférence, mais un tout petit peu quand même sur qu'est-ce que la science, les certitudes de la science. Dès que ça marche plus comme on croyait, alors on dit que c'est pas vrai. N'allons pas trop vite. Je serai heureuse quand mon corps sera guéri. Nous attendons toujours ça. Ne pourrions pas être heureux tout de suite. Alors, vous parlez du corps, de la souffrance, de la sagesse du corps. Je me suis appuyée sur une expérience que j'ai faite en 2004. Je suis allée au Mexique avec les enfants et Fumio, mon compagnon japonais. Et donc, j'ai eu une migraine épouvantable. J'étais migraineuse depuis 15 ans à cette époque-là. Sac à dos, baroudeur avec 3 enfants en jeune âge. Envie de vomir, la fin du monde. Je ne peux plus faire un pas. Je m'allonge à côté d'une église à Oaxaca sur une vague pelouse. Et là, il y a un miracle. Je suis couchée.
j'ai mal à la tête. Et je vois feuille, ciel, j'ai mal à la tête. Feuille, ciel, j'ai mal à la tête. Plus rien d'autre. Avant, il y avait, j'ai mal à la tête, combien de temps ça va durer? Puis on a le bus ce soir à 23 heures, mais comment je vais tenir? Et avec les gamins qui sont là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais t'es pas un vrai médecin. Si t'étais un vrai médecin, t'aurais plus mal à la tête depuis longtemps. Ah oui, mais d'ailleurs, on m'a dit, les migraines, hein, c'est des histoires hémicranie, c'est un mariage qui se fait pas, je suis pas avec le bon mari. Ça doit être ça. Et ça m'épuise, cette histoire de mot-tête. Et là, feuille, ciel, j'ai mal à la tête. C'est hyper calme. Il faut dire que je lisais un livre sur la déconstruction des pensées depuis déjà 15 jours. J'avais pris qu'un seul livre. Je voulais le connaître par cœur. C'était Aimer ce qui est. Je ne comprenais pas grand-chose. J'avais pris que ce livre. C'était la 3e fois que je le lisais. Dans les bus, en tout cas, je lisais ce livre. Je voulais comprendre. Et là, j'ai commencé à comprendre. J'ai été d'accord avec ces mots de tête. 2 ans plus tard, je n'ai plus jamais eu de maux de tête. Je ne dis pas que ça a été miraculeux, mais j'ai fait la paix avec cette histoire-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai plus de migraine? Je ne sais pas. Ça s'est arrêté. Donc ça, c'est pour partager avec vous cette histoire du corps. Ne pourrions-nous pas être paisibles, même quand notre corps ne nous convient pas? Donc il va s'agir d'aller à la rencontre de ça. Un pas de côté. Il y a des chaussures, hein? Et si nous considérions sans gravité tout ce que nous nous racontons à notre propre sujet? Et voilà. Un pas sage. Il n'y a rien de pire que d'essayer de contrôler une migraine. Laissez la vie vous guider. De toute façon, elle le fait. Vous ne faites que raconter l'histoire qui montre le contraire. Vous n'avez pas créé ni le temps, ni le ciel, ni les étoiles. Nous n'avons aucune emprise sur nos poumons. Un moment on va bien, et puis on va plus bien. Donc, première étape. Ça, c'est ma cousine qui m'a fait ça, ma cousine Chris. Avez-vous un problème dans votre vie? Non. Bah écoutez, tout va bien alors. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Oui, c'est mes affaires. Ah ben d'accord, je le fais, donc je ne vais pas m'inquiéter. Vous pouvez rien faire? Non. Bah, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas dans vos affaires. Comme c'est calme, n'est-ce pas? Donc j'emmène depuis 11 ans des personnes dans le désert et on fait ce travail. J'en ai vu pas mal qui sont dans cette salle. Une fois qu'on s'est consacré à cette distinction, on va maintenant regarder quel est, selon vous, l'obstacle principal à la sagesse. C'est la première chose que je me suis dit en préparant cette conférence. Quel est l'obstacle à notre profonde sagesse? Elle est là, paraît-il. Qu'est-ce qui nous empêche de la voir? Dites-le bien fort. Le mental. Nos pensées. Il a un nom, ce mental. Bon, c'est pas l'éducation, la culture, en avion, on laisse tomber. On voit, c'est le bruit intérieur. C'est ce qu'on appelle l'ego. Alors, cet ego, c'est encore une boîte à encre, ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ego? L'ego, alors ça, c'est mes définitions à moi. Hein? Donc, je n'ai pas cherché à vous en trouver dans le dictionnaire ou sur Wikipédia. L'ego, c'est tout ce que je me dis des autres et du monde et tout ce que je me dis de moi. Donc, l'ego, c'est l'ensemble de mes pensées. L'ensemble de mes pensées, ça commence quand? Ça débute quand, cette histoire d'ego? Est-ce qu'un bébé a un ego? Oui? Qui dit oui? Pas beaucoup, hein? Est-ce qu'un bébé a un ego? Non. Effectivement, la majorité d'entre vous sont d'accord, un bébé n'a pas d'ego.
l'ego, il n'a pas encore vraiment des pensées. Et puis, petit à petit, il va se rendre compte que maman vient. Oh, j'ai donc un pouvoir. Et l'ego va commencer quand l'enfant commence à comprendre action, réaction. Donc, il va commencer à jouer avec ça. Et il va commencer, donc l'ego est un jeu d'enfant, donc il va commencer à manipuler l'environnement à partir de lui. Et quand est-ce que ça va commencer? Il faut que l'enfant, pour faire ça, il faut qu'il puisse distinguer moi et le monde. Donc, tant que l'enfant est uni dans un ensemble, qu'il n'est pas différencié de sa mère, il n'a pas d'ego. Et puis, à un certain moment, il y a une fracturation, puis là, Lily, elle est pas contente. Ah, Lily, pas contente. Elle veut ça, Lily. D'accord, donc j'ai compris. Et là, ça va commencer. C'est un mécanisme très utile, indispensable à la vie. Hein. Et on va commencer, du coup, à vouloir quelque chose. Et quand on veut quelque chose, en général, on le veut. On veut tout et tout de suite. Moi, quand on me dit « qu'est-ce que tu veux ?» je dis « de tout et en abondance ». L'humain n'aime pas, il veut quelque chose. Donc, j'ai fait déjà une conférence que vous pourrez retrouver sur Internet où j'explique la création de cette mécanique. Donc là, on va voir l'énorme quantité de nos pensées, c'est « je veux quelque chose ». Et je veux quelque chose pour moi. En fait, des fois, on dit « mais non, mais c'est pour ton bien ». Oui. Comme ça, je serai tranquille. D'accord? Donc, si on regarde bien, on veut des choses pour les autres, mais si vous regardez attentivement, c'est toujours pour votre propre tranquillité que vous voulez ça. Alors, on va avoir des familles de pensées. Je veux ça, c'est ce petit tyran. Et puis après, on va les maquiller. On va dire, en fait, tu devrais faire ça pour ton bien. Tu ne devrais pas faire ça, c'est pas bon pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Et puis, si on veut vraiment être plus efficace, dire, tu sais, j'ai besoin que tu me parles avec douceur. Alors là, si on en a besoin, l'autre, quand même, il se dit, si on en a besoin, il faut que je fasse quelque chose. Donc ça, c'est super efficace. C'est le plus efficace, celui du bas. Tout ça, c'est des familles de pensées. Donc, il va falloir qu'on aille les voir, ces familles de pensées. Donc, on va poser la deuxième clé. La première clé, c'était mes affaires. La deuxième clé, c'est ces trucs-là. Mais est-ce que c'est vrai, toutes ces questions qu'on se pose? Est-ce que c'est vrai? C'est pour moi la seule question vraiment importante à se poser. C'est le principal, et je pourrais dire presque le seul écueil à la sagesse. C'est de croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, on va, du coup, faire la différence entre ce qui est douloureux et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas douloureux, c'est « je vais venir à cette conférence, je prends mes petits pieds, j'y vais. Tu devrais venir avec moi. Mais non, j'ai pas envie, il y a un match. Quoi, mais tu sais, en fait, mon mari devrait faire un travail sur lui. Vraiment, les gens devraient faire un travail sur eux. La planète irait beaucoup mieux. Alors là, comment je me sens quand je crois ça? Pas bien, hein? C'est pas bien joyeux. Donc, si je fais la différence, ce qui est douloureux, c'est quand je suis dans les affaires des autres. Si je suis dans mes affaires, c'est pas douloureux. Donc là, mon mari devrait faire un travail sur lui. Est-ce que c'est vrai? C'est ses affaires. J'en sais rien. Donc, il y a des outils pour ça. Et ça, c'est l'outil dont je vous parle parce que ça accompagne ma vie depuis maintenant presque 20 ans. C'est cette femme-là qui s'appelle Byron Katie. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet très facilement. Le travail de Byron Katie. Et il y a une espèce il y a beaucoup de choses. Et gratuitement sur Internet, on peut trouver cette feuille qui permet d'aller regarder dans cette situation, la petite situation de tout à l'heure que vous avez partagée, qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce que vous voulez que cette personne fasse ou change? Quels conseils vous pouvez lui donner?
pour que vous soyez heureux, de quoi vous avez besoin, etc. Et donc, on va déconstruire ces pensées. C'est un outil. Moi, je me dis que ça devrait être inscrit au patrimoine de l'humanité. Parce que c'est un outil de déconstruction de nos pensées stressantes. Je ne vais pas vous dire que c'est simple. C'est pas facile parce que ça va demander du recueillement, ça va demander d'aller voir ça. Mais après, la première fois que vous êtes monté dans une voiture pour passer le permis, on vous dit, ah, vous voyez, si vous avez l'embrayage, l'accélérateur, le frein, là, il faut passer vite. Non, mais oublie, hein, je veux pas conduire de voiture. Je n'y arriverai jamais. Eh bien, c'est la même chose. C'est un entraînement d'arriver à regarder simplement, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de me dire? Et donc, on va poser des questions et on va déconstruire progressivement toutes les croyances que nous avons. Donc, une feuille de travail, ce qu'on a vu, va passer par, on m'avait dit de ne pas passer devant l'écran, dans toutes ces couleurs, comme les feuilles en automne qui sont vertes et puis jaunes et puis carottées, anthocyanines, là. Et finalement, on va devenir humus. Ça veut dire humble. C'est l'étymologie de humble. Et humble, c'est l'étymologie de humain. Et une phrase que j'adore, c'est « Mes amis, bienvenue dans le monde des humains. On est tous aussi cons les uns que les autres. Et on a tous la même sagesse. Et donc, on va devenir humble quand on va voir « Ah ouais, moi aussi. » Parce que vous savez, ma voiture, donc, je vois qu'elle est rayée. Je ne suis pas du tout contente. Mais enfin, c'est qui a pu faire ça? C'est les jeunes des cités. Hein. Bien sûr, avec l'OPAC à côté, devine. Et donc, voilà. Donc, j'ai déjà trouvé les coupables. Et l'autre jour, je vais te voir, maman. Et j'arrive avec ma petite piste cyclable. Il n'y a pas de place. Purée, il y a 2 voitures. Elles sont super serrées. Ils se sont garés devant la piste cyclable à l'arrivée. Je suis obligée de descendre de mon vélo. Et il y a ça pour passer. Eh bien, je passe et je ne fais pas gaffe que le frein, il peut peut-être toucher la voiture. Donc, je laisse mon frein toucher cette belle voiture blanche de connard. Et je me retourne et je vois ça même pareillé. Je suis choquée par moi-même. Donc, elle est là, notre humanité. Vous voyez, je suis quelqu'un de spirituellement très avancé, mais pas quand quelqu'un m'empêche de passer avec mon vélo. Là, ça ne va plus du tout. Hein. Et donc, c'est des choses comme ça. Après, on est éveillé à ça quand on l'a vu et quand on se réconcilie avec notre propre humanité. Alors, je vais vous parler du surkiff de l'ego. Du matériel. Haute technologie, un marqueur. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un 6 inversé, vous. Moi, je vois un 6. Mais vous? J'ai raison. C'est le surkiff de l'ego. Il n'y a rien qu'on aime plus que ça. Ah, je reprends le micro. Hein. Donc, l'ego, il adore avoir raison. On est tellement content quand on a raison. C'est très, très difficile de s'excuser. Et lorsque je suis persuadée d'avoir raison, je n'ai plus qu'un seul choix, c'est le mien. C'est rigolo de se rendre compte de ça. On n'a plus du tout le choix. Il n'y a plus du tout d'autres choix qui sont opérants. J'ai raison. Et en fait, je suis extrêmement seule. Mais, vous voyez, c'est un 6, pas du tout un 9. Vraiment, je vous embrouille là. Hein. Donc, voilà, ça c'est pour
voir que dans cette histoire de est-ce que c'est vrai, souvent il suffit de se déplacer pour avoir plein d'autres angles de vue. Donc, une des clés principales de la sagesse, elle va être là. Se décentrer, devenir poreux à tous les autres points de vue et du coup réouvrir l'éventail de nos choix. Des fois, les gens me disent « Mais vous en êtes sûr de ça ?» Je dis « Oui, mais je me trompe si souvent. » Donc là, hop, on arrête d'être sûr d'avoir raison. C'est tellement sclérosant. Là où l'on a raison, on dit là où l'on a raison, les fleurs ne repoussent plus. L'herbe ne peut pas repousser. On va se scléroser, haine, frustration, etc. On ferme tout. Et sans histoire, on va laisser toutes les possibilités être. Et donc, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que si on n'a pas une histoire qui dit que ça doit être comme ça, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'il il faut pas bousculer c'était quoi, un député parce qu'il est député. Il ne faut pas bousculer les députés. Ah bon? Puisqu'ils sont écrits députés, là, il ne faut pas les bousculer. Bah, ça arrive de bousculer un député. Il y a de la place pour tout ce qui est en train de se produire dans le monde. C'est pas moi qui ai envie de le faire, mais c'est arrivé. Hein? Donc, toute cette chose-là, et ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on va rester inactif, mais on va laisser les choses s'épanouir et on va agir. Dans ce forum, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à agir. Alors du coup, j'ai amené un deuxième outil pédagogique sur l'ego. Dans ce panier, je l'avais montré il y a 2 ans, j'avais fait la conférence, mais c'était en visio. Dans ce panier, mes amis, je voudrais que vous mettiez toutes vos pensées, toutes les pensées de la salle. Vous pouvez manger pour une famille, s'il vous plaît. Merci. Encore, il y a beaucoup de place. Encore, messieurs, dames, au fond, vous n'avez pas donné. Merci. Ah, merci Claire. Parfait. Bien. Alors, une fois qu'on a rempli ce panier de toutes les pensées de la salle, qu'est-ce qu'on va voir dans ce panier? Selon vous? Moi, je ne vous dis pas, il n'y a que moi qui vois. Une bombe? Qu'est-ce qu'on peut voir? Comment? Que ce sont les mêmes, qu'elles se ressemblent? Ceux qui connaissent la réponse ne le disent pas, s'il vous plaît. De l'énergie, des émotions, du bazar. Ma chérie, tu as raison. Qu'est-ce qu'on voit au fond du panier? Regardez bien. Rien. Les pensées, ça n'existe pas. On ne peut pas les mettre dans le panier. Je trouve cette expérience très éclairante parce que l'ensemble de nos pensées, c'est l'ego. C'est quoi cette histoire d'ego? Vous le voyez, vous, l'ego? Non, l'ego, ça n'existe pas. Il n'a pas de forme. C'est un ensemble de pensées. Donc, arrêtons de faire la guerre à l'ego. L'ego, c'est un ensemble de pensées. Il suffit d'aller voir les pensées, dire « Toi, t'es vrai? Non. Toi non plus? Non. Toi non plus? Non. Ok, on se calme. » Hein? L'ego, c'est la construction mentale de toutes vos pensées. Si vous avez des pensées qui ne vous font pas souffrir, moi j'ai des pensées, par exemple, mes enfants sont merveilleux. Je n'essaye pas de la déconstruire, elle est bien. En réalité, elle est problématique parce que quand mes enfants vont pas bien, ça va commencer à mettre de la distance. Mais en règle générale, j'essaye pas de la... Mais mon mari devrait arrêter d'être sur son écran. Ça, c'est embêtant. Ça mérite d'être déconstruit parce que je vais être triste et impuissante avec ça. Donc, voilà la déconstruction de l'ego.
et le panier vide. Rien de ce que nous croyons est vrai. Savoir cela, c'est la liberté. J'ai commencé à être libre quand j'ai découvert que la cage était faite de pensées. Et ce qui est rigolo, c'est une dame qui s'appelle Madame Filassier qui a écrit ça. J'ai vu ça hier. La troisième clé, c'est savoir qui nous sommes. Une femme était dans le coma et se mourait. Et on lui demanda « Qui êtes-vous » ? « Je suis la femme du maire », répondit-elle. « Je ne vous demande pas la femme de qui vous êtes, je vous demande qui vous êtes. »« Je suis la mère de 4 enfants. » « Je ne demande pas de qui vous êtes la mère, je vous demande qui vous êtes. »« Je suis la maîtresse d'école. » « Je ne vous demande pas votre métier, etc. » Donc cette femme, je vous demande qui vous êtes. Je suis chrétienne, mais je ne vous demande pas votre religion. J'aide les miséreux, mais je ne vous demande pas ce que vous faites. D'accord ? Donc finalement, on l'a renvoyée sur Terre parce qu'elle n'avait pas bien compris l'histoire. Et elle s'est intéressée à savoir qui elle était. Si j'enlève l'ego, qu'est-ce qui reste ? Je suis un petit grain de rien du tout, dit l'homme déçu. Écoutez, essayez d'ajouter un petit brin de féminité. Je suis une petite graine. De rien du tout. Ben oui, c'est peut-être pas mal ça déjà. Et si on mettait un peu de pensée positive ? Je suis une graine du tout. Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Ça, du coup, je vois l'heure, je suis affolée parce que j'ai pas du tout avancé. Mais qui sommes-nous ? C'est vraiment une grande question à se poser pour l'accès à la sagesse. Demain, je fais un atelier d'auto-louange à 10h. L'art de s'émerveiller devant le phénomène humain. Donc ça va parler de qui sommes-nous ? Oh. Le jour viendra où avec allégresse, tu t'accueilleras toi-même, arrivant à ta propre porte. Et chacun sourira à l'autre et lui souhaitera la bienvenue et lui dira « Assieds-toi, mange ». Tu aimeras à nouveau l'étranger, l'étrangère que tu étais. Donne du pain, donne du vin, redonne ton cœur à toi-même, à l'étranger, l'étrangère qui t'a aimé toute ta vie et que tu as ignoré et qui te connaît par cœur. Prends sur l'étagère les lettres d'amour, les photos, les mots désespérés. Assieds-toi, fais-toi une fête de ta vie. Un très beau poème de Derek Walcott sur la réconciliation avec soi-même et avec l'ego. Et cette jolie phrase de Christian Bobin, qui est mort l'année dernière, « L'amour de soi est à l'amour du monde ce que le blé en herbe est au blé mûr. » J'ai pas le temps de faire tout ça. Hein. J'ai amené ce livre, je vais vous conseiller de l'acheter. 101 expériences de philosophie quotidienne. Et dedans, il y a plein de petites expériences pour apprendre qui on est. Chercher je en vain. On dit tous je, mais on est pourtant tous différents. Se sentir éternel, c'est ce que je voulais faire, mais ça, on ne va pas avoir le temps. Suivre le mouvement des fourmis, tenter de ne pas penser, considérer l'humanité comme une erreur, très inspirant. Devenir saint ou bourreau, on raconte sa journée en montrant comment on a été vraiment ce matin. Je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, tu vois, un petit déjeuner bio. Moi, je mange sans gluten. Hein.
Et puis après, j'ai répondu à mon fils. J'ai passé un long moment au téléphone avec mon fils. Et c'était merveilleux d'être en lien avec ses enfants. Et puis devenir bourreau. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit, je vais peut-être quand même prendre la confiture de noix parce qu'elle est vachement bonne. Et puis Grégoire, mon chéri, tu sais, j'ai une conférence à préparer, donc on va quand même pas rester trop longtemps au téléphone. Ça, c'est... Voilà. Je peux voir, il y a eu les deux choses. Et tout est vrai. Devenir saint ou bourreau. Se mettre à genoux pour réciter l'annuaire, j'ai bien aimé. Alors, on va faire un tout petit peu de neurosciences, parce que c'est quand même mon domaine. Et il y a 5 ans, j'ai fait une conférence dans laquelle j'étais pleine de certitudes. Alors, vous savez qu'on ne croit plus maintenant qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Ça, on a vu, c'est mort. Cerveau droit, cerveau gauche, je vous avez déjà dit que ça prenait l'eau, qu'il ne faut plus s'intéresser à ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, le cerveau tripartite, j'avais pris longtemps à expliquer ça, cerveau reptilien, cerveau limbique, cerveau... non, en fait, finalement, c'est pas comme ça. Non, alors, je vous ai dit, non, le plus intéressant aujourd'hui, c'est la bascule limbique préfrontale, avant-arrière. Ah oui, non, mais en fait, ça non plus, il y a 5 ans. La demi-vie du savoir médical, elle est de 5,5 ans. Non, mais ça fait peur. Ça veut dire que la moitié de ce qu'on croyait il y a 5 ans n'est plus vrai. En médecine. Ça, la demi-vie du savoir médical, dans les thérapeutiques, les médicaments, etc. Mais vous voyez, même toutes nos connaissances de neurosciences, elles sont très fragiles. Les neurones ne se régénèrent pas, maintenant on sait que ce n'est pas vrai. Donc, là j'avais fait des ateliers sur ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc quand on est débutant, on est dans la montagne de stupidité, on a des idées sur tout. On posait aux gens, que pensez-vous du vaccin? Oh, j'ai plein d'idées, du masque, etc. Non mais attendez là, vous n'avez pas une compétence très élevée sur le sujet de l'épidémiologie, mais on avait tous plein de certitudes, que c'était bien, que c'était pas bien. Et puis après, on s'est rendu compte que non, finalement, c'est pas si simple. Et puis, ça se consolide. Donc, très intéressant pour la sagesse de savoir ça, qu'on a des tas d'idées sur des domaines dans lesquels on est totalement incompétent. Et ce qui m'a fait rire, c'est j'ai trouvé une étude sur les études. Alors, ils ont pris 100 études et on les a refaites. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait la moitié qui n'étaient pas vraies. Mais on n'a pas fait une étude sur les études qui ont vérifié l'étude. Mais on va où avec tout ça, Donc, Einstein, toujours, classe, cité Einstein, au moins une fois dans la conférence. Le véritable art de vivre n'est pas la connaissance, mais la réceptivité au mystère. Donc là, dans ce forum, on va voyager sur 2 choses. Et je voudrais vous parler quand même de ça. L'électrophysiologie de l'intuition. C'est une expérience qui a été faite il y a déjà une 20aine d'années. On voit dans le matériel, c'est déjà vieillot. Donc cette femme, elle a vous voyez, des capteurs cérébraux, la résistivité de sa peau, le cœur, etc. Et donc, elle va envoyer des images en appuyant sur un bouton. L'ordinateur va sélectionner 2 types d'images, des images qui font peur et des images paisibles. On s'est rendu compte d'une chose extraordinaire. Cette femme, elle appuie sur le bouton, mais avant que l'ordinateur ait décidé quelle image allait apparaître, son corps est déjà préparé. C'est-à-dire, si l'image va être inquiétante, son cœur s'est déjà accéléré. Son cœur s'accélère, puis il y a une réponse au niveau mental, au niveau du cerveau. C'est fascinant de voir ça. Parce qu'on croyait que c'était les yeux qui donnaient l'information. Eh bien non. C'est notre cœur qui capte des informations. On dit, mais moi, mon cœur, il ne voit rien. Il est sous mon... si. Notre cœur, il voit, il entend, etc. Alors, on ne sait rien de rien. Donc, la réceptivité au mystère. Donc, ces expériences, elles ont montré des choses incroyables. Ils ont fait des analyses avec des horloges atomiques. C'est-à-dire qu'on a vu que
avant que l'ordinateur ait choisi l'image, la participante, elle a déjà fait ses réglages. Donc c'est incompréhensible. Ça veut dire que le cœur n'est pas réglé sur le temps. Il est en dehors du temps. C'est joli parce que Saint-Exupéry nous l'avait dit. Hein, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc ça, c'est complexe, c'est compliqué, c'est un avion. Et ça, le cœur, c'est un mystère. Et donc, quand j'ai rencontré cette Dominique Verga, là, elle a parlé du toboggan du cœur. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'habitude plus souvent d'aller écouter à l'intérieur? La sagesse du cœur. La sagesse du cœur, maman. Quand ma petite maman, au début du Covid, je lui dis, maman, tu sais, il ne faut pas sortir, hein, il y a un confinement. Alors déjà, confinement, elle ne comprenait pas trop pourquoi. Je dis, non, donc tu ne vas pas à la boulangerie, il faut mettre un masque. Elle me dit, un masque? Je dis, oui, oui, oui. Mais elle me dit, mais ma chérie, éclaire ma lanterne. De quoi veulent-ils nous protéger au juste? Je lui dis, mais maman, de la mort. Et elle me regarde, et tu m'as dit, maman, de la mort? Oh, mais je crois qu'ils ne vont pas y arriver. La sagesse du cœur. Ma petite maman, elle a 95 ans. Et c'est cette sagesse-là. Et puis, on a la même sagesse chez les enfants avant, avec ces paroles d'enfants qui sont tellement sages. Vous voyez, quand on est aux deux extrémités de la vie, l'ego se dissout. Hein? Donc là, on va voir vraiment quelque chose, un accès à la sagesse. Alors donc, voilà, le cœur, lui, ne se soucie pas d'avoir raison. Oh, oui, cette jolie petite histoire-là. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Alors, pour terminer cette conférence, ne pas trop déborder, je voudrais quand même vous montrer ça. Ça, c'est l'ancienne image du cerveau. Et à droite, c'est les réelles connectivités du cerveau. Donc, vous voyez, cerveau droit, cerveau gauche, ok, on oublie tout ça. On a un système de réseau. Et ce système de réseau, il va mettre notre cerveau par défaut dans certaines conditions. Si je me concentre sur quelque chose, je vais faire travailler qu'une partie de mon cerveau. Au contraire, si je commence à faire de la méditation, du rire, de la marche consciente, du tango, embrasser les arbres, aller dans la nature, tout à coup, mon cerveau va se mettre à flotter, et c'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Ce mode par défaut, en réalité, connecte la totalité de mon cerveau. Et ce mode par défaut, c'est celui qui nous permet de nous connecter à notre cœur. Et vous voyez qu'il va faire de la régulation émotionnelle. Il va avoir une action sur mon attention. Il va augmenter mon empathie. Il va baisser les émotions négatives. Il va augmenter ma sensibilité interne. Il a été très intéressant de voir pendant cette période Covid qu'il y a eu des réactions très différentes selon les personnes. La majorité des personnes qui faisaient un travail sur elles, de méditation, de marche consciente, un travail on pourrait dire d'investigation de leurs propres pensées, ont eu une grande empathie pour leur entourage. Et puis, une autre partie de la population a été très agressive. Ceux qui avaient une expérience des exercices de pleine conscience étaient capables d'augmenter leur empathie pour l'extérieur. Donc voilà une clé très intéressante. Donc du coup, de même que l'eau creuse des rigoles, puis des rivières, en fonction de nos expériences, nous allons creuser des chemins dans notre cerveau. Et donc ces chemins, ça va être les chemins de la sagesse.
Et donc, j'ai fait c'est un cercle vertueux. Ça va s'amplifier. De brèves méditations quotidiennes vont améliorer cette connectivité. Et j'ai cherché des clés. Donc, on va voir être en lien avec la réalité. Commencer à regarder ce que c'est que la mort. Tout à l'heure, avec Claire, elle nous a fait rire. Le rire, alors c'est sûr que ça connecte différemment notre cerveau. Le silence, la nature, la gratitude. Je voudrais maintenant vous faire faire une dernière expérience. Alors je saute 19, 20, 27, 40 images pour arriver à celle-ci. Voilà un instrument encore de haute technologie. Il y en a en vente en haut, j'ai vu. C'est une expérience que j'ai empruntée à Jean-Dominique Michel, qui est un sociologue en Suisse. Qui est-ce qu'il connaît? Oh, génial, je l'adore. On aimerait bien qu'il vienne au prochain forum. Donc cet homme-là, voilà ce qu'il a proposé. On va le faire tous ensemble. Je vais faire sonner ce... Ah bah oui, si tu veux venir à côté de moi, ça va être génial. Merci ma douce. Tiens. Donc, je vais faire sonner... Viens avec moi comme ça, je vais pouvoir guider d'ici. Je vais faire sonner ce bol. Vous allez fermer les yeux et vous allez être attentif à toutes les vibrations de ce bol. Donc, tu vas le mettre le micro peut-être là-dedans. On va voir ce que... Oh, c'est un essai, on va voir ce que ça donne. Fermez les yeux, installez-vous et vous allez faire attention à toutes les modulations du bol et chercher le moment où il y a un petit filet de son qui va s'éteindre. Merci. Donc, observez comment vous vous sentez après ce premier, ça s'appelle un coup de bol. Comment vous vous sentez? Je vais donner un deuxième coup. Cette fois-ci, vous allez chercher une, une qualité, une valeur fondamentale qui vous anime. Donc, on va prendre ce fameux toboggan du cœur et vous allez écouter la valeur qui va venir. Laissez un mot venir, ne censurez pas. C'est pas le mental qui va chercher ça. Hein? Donc, fermez les yeux et on va écouter. Donc. Vous allez maintenant chercher une troisième qualité qui est une valeur fondamentale particulièrement importante dans votre relation avec les autres. Quatrième,
dans votre manière de communiquer. Quelle est la valeur fondamentale dans votre propre manière de communiquer avec les autres? Et pour la dernière et 5e fois, vous allez garder une de ces valeurs fondamentales ou alors une nouvelle et vous allez simplement la garder et la laisser tourner. Pareil, on se dirige vers le cœur. Merci. Je vais récolter dans mon panier. Je vais récolter, si vous voulez bien, quelques-unes de ces mots qui sont apparus. Qu'est-ce qui vous a été donné? Amour. Dites les uns après les autres bien fort. Accueil. Enthousiasme. Douceur. Bienveillance. Empathie. Écoute. Ouverture, épanouissement, estime de soi, accueil, respect, sincérité. Merci. Vous voyez, toutes ces valeurs fondamentales, c'est ces valeurs fondamentales qui nous relient. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai appelé le cœur battant de notre humanité. Donc, de descendre, d'écouter. Écoutez le cœur des hommes comme il bat tout doucement. Écoutez le cœur des gens avec moi. Écoutez le cœur des gens comme il bat tout doucement. Comme il bat tout doucement, il bat tout bas, comme ça, il bat comme ça, comme ça. Écoutez-le, tous ensemble. Écoutez le cœur des gens. Comme il bat tout doucement, il bat comme ça, tout bas, il bat comme ça, tout bas, écoutez-le. Merci. C'était ma carte de vœux pour 2023, mes amis. Merci pour les roses et merci pour les épines.